Bonjour tout le monde, je me présente, Olivier Alpin, avocat et coordonnateur BSDQ à l'ACQ. Et je suis Christine Argenteau, également avocate à l'ACQ. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour un deuxième épisode d'une capsule informative sur le BSDQ, d'une série de plusieurs d'ailleurs qu'on va produire. Aujourd'hui, on se concentre plus spécifiquement sur la TES, qui est le système de transmission électronique des soumissions au BSDQ. Et avec nous pour nous en parler, on a nul autre que Alicia Debonis, une sommité en la matière, qui est d'ailleurs chef des communications et relations partenaires au BSDQ. Bien, bonjour, merci pour cette belle présentation. Ben, ça fait plaisir, on est content de t'avoir. Oui. D'abord, on parle de TES. Ça veut dire quoi exactement la TES? TES, tu l'as un petit peu mentionné, donc Transmission électronique des soumissions. C'est la plateforme du BSDQ qui est officiellement utilisée, en fait, exclusivement utilisée depuis 2013 pour la transmission électronique des soumissions. OK, c'est le nom que vous lui donnez, là, finalement. Oui. Là, tu as dit 2013. Oui. Avant ça, c'était comment que ça fonctionnait? Avant ça, les soumissions étaient déposées papier. Un bon vieux papier crayon, enveloppe. J'ai malheureusement pas connu cette époque-là. Je suis arrivée au BSDQ comme 3 ans plus tard. 3 ans trop tard, finalement. Mais oui, plein d'anecdotes dont j'ai entendu parler au fil des années. Mais les entrepreneurs, dans le fond, il y avait des bureaux du BSDQ régionaux un peu partout en province. Okay. Les entrepreneurs d'une région qui soumissionnaient sur un projet allaient porter leur enveloppe au bureau du BSDQ le plus près. Et là, ensuite de ça, il y avait une espèce de système de livraison d'enveloppes là, qui se passait, jour et nuit, en fait, là, pour s'assurer que les entrepreneurs généraux reçoivent les prix le plus rapidement possible. Et à leur tour, ils devaient aller récupérer les fameuses enveloppes au bureau là, qui étaient attribuées là, à leur région. Donc, j'ai entendu toutes sortes d'histoires des entrepreneurs spécialisés qui partaient à 2... En fait, il fallait partir à 2 voitures pour aller porter une soumission parce que là, ils roulaient vite, hein? Ils ne voulaient pas être en retard. Ils voulaient pas être en retard, là, parce qu'il y avait une date de dépôt. Donc là, évidemment, s'il y avait du trafic, moi, j'ai entendu des histoires d'abandon de voitures sur le bord de la rue. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître à la maison. Ah ouais. On abandonne le navire, on court sur le boulevard pour aller dire vite au bureau de dépôt parce que la madame du BSDQ devait étamper l'enveloppe avec l'heure avant l'heure maximale pour déposer. Parce qu'il y avait les mêmes délais, finalement. Oui. Je veux dire, ça fonctionnait de la même façon. Oui, c'était les avec mêmes du délais. Papier. Là. OK, je comprends. Ouais. Toute une différence, hein? Oui, quand même. Bien, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'au début, les entrepreneurs... Parce que c'est entré en vigueur en 2008. C'était quand même avant-gardiste. Là. Si on recule 2008, là, oui, la technologie était quand même avancée, mais pas comme aujourd'hui, là, quand même. Donc, ce que je me suis fait dire, c'est qu'au début, les gens étaient un petit peu sceptiques. Tu sais, c'est quoi cette plateforme-là? Ça va-tu vraiment fonctionner? Donc, au début, on permettait le système... Les deux? Les deux, oui. Donc, tu pouvais... C'est ça, parce que tu as parlé de 2013 tantôt. Oui. Je comprends qu'il y a eu comme Il y a eu une transition. une transition. Là, finalement. C'était hybride, là. Oui, c'est ça. OK. Donc, on permettait aux gens de faire le dépôt papier ou en ligne. Okay. Mais je pense que les statistiques, là, c'était comme, même 2-3 mois plus tard, là, il y avait comme quasiment 80% des soumissions qui étaient déposées électroniquement. Là. Les gens se sont bien adaptés. Là. C'est pas mal plus simple, en fait, si je comprends bien. Oui, puis tu sais, je pense que vous le savez, là, le temps d'un entrepreneur, c'est précieux. Là, ils ont beaucoup de choses à penser et tout ça. Fait que déjà, de ne pas avoir à se déplacer, là, c'est un fardeau vraiment de moins. Là. Ah oui, je comprends. Ouais. Bon, donc concrètement, maintenant, comment est-ce qu'un entrepreneur peut utiliser la TES? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser ou comment ça fonctionne pour aller déposer un prix? En fait, la TES, on lui accède seulement lorsqu'on est engagé au BSDQ. Donc, on a vu dans notre dernière capsule qu'un entrepreneur doit compléter un engagement pour pouvoir utiliser la TES. Une fois l'engagement complété, le BSDQ va délivrer un code d'accès qu'on appelle le code d'usager maître. Donc, l'entrepreneur qui s'engage va avoir déterminé une personne qui va être titulaire du compte TES. Cette personne-là peut être changée au fil des années. Là. Évidemment, il y a toujours de la documentation à remplir pour pouvoir faire des changements. Mais on délivre un code d'accès à l'usager maître et cet usager maître-là va pouvoir créer des comptes de sous-utilisateurs à d'autres personnes de son entreprise, vont pouvoir donner des permissions différentes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, disons qu'Olivier... tu es nouveau dans une entreprise, tu es estimateur, tu fais des soumissions, mais là, c'est tes premières fois. Peut-être que ton patron, il va dire « Olivier, il peut préparer les soumissions, mais il n'a pas la permission de les déposer. » OK, je comprends. Ouais. OK, fait qu'on peut y aller de cette manière-là. On peut donner des accès, on peut en enlever. C'est toujours l'usager maître qui est responsable de ses sous-utilisateurs. Intéressant. Oui.
Puis, si un entrepreneur veut soumissionner, comment il fait pour savoir si le projet est ouvert ou comment il fait pour trouver le projet? En fait, au niveau de la recherche de projet, ça, c'est accessible au grand public. Donc, si je vous amène, par exemple, sur le site web du BSDQ, partout où vous naviguez sur le site, dans le bas à droite, vous avez toujours un petit coffre à outils et vous avez différents outils qui peuvent être très utiles au quotidien, dont le babillard de projet. Le babillard de projet va vous donner accès à la recherche de projets dans la TES. Donc, ce que vous allez retrouver ici, c'est tous les projets qui sont affichés présentement au BSDQ dans la plateforme TES. Le babillard, c'est la seule chose que ça va permettre de faire. On ne peut pas préparer une soumission à partir du babillard parce que pour préparer une soumission, il faut être une entreprise engagée, donc il faut s'authentifier adéquatement dans la plateforme. Le babillard, c'est là que tout se trouve. Oui, le babillard, c'est là les projets finalement qui sont Ouverts. ouverts. Ouverts ou fermés. On peut chercher les projets fermés dans les 12 derniers mois. Donc, avec différents critères. C'est sûr que le BSDQ, on attribue toujours un numéro de projet à un projet. Donc, si on a ce numéro-là entre les mains, soit parce qu'on a appelé ou on a déjà cherché, c'est plus facile de le retrouver de cette façon-là. Sinon, on peut y aller avec différents critères de recherche. Donc, on peut mettre une description de projet. On essaie d'y aller avec des mots-clés, des trucs qui sont précis. Donc, exemple, construction, rénovation, c'est pas des bons mots pour faire une recherche. On peut se douter qu'il y a beaucoup de projets qui comportent ce mot-là. OK? Donc, si on cherche une construction d'école, je sais pas moi, l'école Sainte-Bernadette, bien, Bernadette, c'est un très bon mot-clé pour faire une recherche dans la TES. Un peu plus qu'école, mettons. Oui, exactement. Ensuite, on doit déterminer le type de recherche qu'on fait. Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Donc, est-ce que c'est ouvert présentement pour les soumissions? Est-ce que c'est en cours pour le destinataire? Donc, fermé pour les sous-traitants, en cours de soumission pour l'entrepreneur général, donc dans la fameuse période de 3 jours ouvrables. Et si le projet il est fermé complètement, là, donc pour les deux parties, à ce moment-là, on peut chercher jusque dans les 12 derniers mois. Les options projet TES MO, c'est pour les projets au maître de l'ouvrage. Donc, par exemple, on en avait parlé là, dans le dernier balado, quand le maître de l'ouvrage exige que les règles du BSDQ s'appliquent, bien, on pourrait ouvrir un projet là, de cette façon-là. Ce qui n'arrive pas souvent. Non, ce qui arrive vraiment pas souvent. Donc, si je vous montre, par exemple, une recherche pour des projets en cours, on pourrait y aller, par exemple, avec la région de Montréal. Là, c'est sûr qu'en sélectionnant une région, je vais avoir beaucoup de projets qui vont s'afficher. Juste une question, une parenthèse. Là. Oui. On est dans la TES en ce moment. Oui. Donc, il faut être engagé pour avoir... Moi, je ne pourrais pas avoir accès à ça si je ne suis pas au BSDQ, aller consulter les projets, par exemple. C'est pas public. Oui. Le babillard, c'est public. Le babillard, babillard, c'est public. Même si je ne suis pas engagé au BSDQ, tout le monde peut aller voir les projets qui sont affichés. Ah, OK, c'est bien. Fait qu'en ce moment, je suis sur le babillard de projet. J'ai cette même option de recherche-là dans la vraie TES, avec évidemment des options pour aller plus loin, là, préparer une soumission, etc. Donc, ce que je vous montre en ce moment, là, c'est accessible au grand public. N'importe qui veut faire une recherche va pouvoir y accéder. Okay. Fait qu'aujourd'hui, par exemple, le 4 juin, on a 79 projets qui sont ouverts dans la région de Montréal. Donc, le territoire de Montréal, évidemment, il va couvrir pas juste l'île de Montréal. Je pourrais vous montrer après un peu la délimitation des territoires. Mais essentiellement, ce qu'on voit ici, c'est par exemple un numéro de projet, une description de travaux qui est très, très sommaire et la date limite qui est fixée pour le dépôt des soumissions du sous-traitant. Pourquoi à droite, dans la colonne ville, on voit, mettons, Laval, Longueuil, si on est à Montréal? Bien, en fait, ça va être soit l'arrondissement, ou surtout Montréal, là, il y a tellement d'arrondissements différents qu'on va souvent cibler la ville. Parce que aussi, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ayant l'adresse exacte écrite dans la fiche du projet, ce que ça fait, c'est que le projet va pouvoir être localisé sur la carte de notre géolocalisateur, qu'on n'a pas vu encore ensemble, que je pourrais vous montrer. Donc, plus on a l'adresse précise des travaux, plus on est capable de le localiser en direct sur la map. Parce que dans le balado précédent, on a parlé là, des différentes régions, territoires BSDQ. Ça ne correspond pas nécessairement aux villes comme on les connaît. Non. Parce que, Christina, ce que tu soulèves, dans le fond, on voit Laval, on voit Longueuil. C'est pas Montréal, mais tu as mis Montréal, c'est parce que tu as mis le territoire BSDQ de Montréal. Oui, exact. Qui, lui, ratisse plus large que la ville de Montréal. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit d'autres villes. Là. Quand on voit Montréal, c'est pas l'île de Montréal, c'est la région métropolitaine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je peux vous montrer sur la carte. Ça englobe d'autres. Ça englobe Ça d'autres. englobe plus large, oui, là. exactement. C'est pas une erreur de la recherche, ça fonctionne bien. Là. Oui, non, tout fonctionne. De voir des villes comme ça. Tout là. fonctionne bien. Okay. Un peu comme... en fait,
Un peu comme vous vous souvenez, dans la période de COVID pandémique, là, Montréal, c'était large. Hein? Fait que c'est le même principe au BSDQ. Montréal, c'est pas juste l'île, ça englobe la région métropolitaine. Ben, c'est la même Mais chose. vaut mieux se référer aux géolocalisateurs si Ah, on veut oui. disons, les limites, là, tu sais, Oui, parce que exactes du BSDQ pour Montréal. Là, Oui. parce que ça répond pas nécessairement aux régions administratives du Québec. Ça répond pas à... C'est vraiment ces critères aussi de délimitation. Là. OK. Puis ça vient reprendre les territoires qu'on voit dans l'annexe 1. Oui, exactement. OK. On peut le voir, là, si vous voulez, le géolocalisateur. Donc, si je reviens à la page d'accueil, dans le coffre à outils, c'est un outil qui est accessible au grand public. Pas besoin d'avoir un engagement pour le consulter. OK. Donc, vous avez ici la carte qui est interactive. Donc, si je grossis un petit peu, on va être capable de voir les différents territoires. Fait que, je vais vous le montrer, là. Montréal, il est ici. Fait que, vous voyez, ça couvre quand même. Ben oui. OK, fait que là, je comprends. C'est un grand territoire quand Bon. même. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on voyait d'autres villes. Là. On a, Vaudreuil est inclus et tout ça. Là. Ça va quand même assez loin. Là, on voit vraiment la limitation point Ouais. de vue BSDQ. Oui, exactement. Ok, je comprends. C'est la même chose pour tous les autres territoires. Là. Ok. Saint-Jérôme, l'Outaouais, etc. Donc, dans le géolocalisateur, vous pouvez faire une recherche par adresse. Donc, si vous dites, moi, j'ai des travaux à telle adresse, je veux savoir c'est quelle région pour le BSDQ, c'est de cette façon-là qu'on le recherche. Donc, quelqu'un qui dirait, par exemple, mes travaux sont à Laval, on n'est pas sûr c'est où, bien là, c'est dans le géolocalisateur qu'en écrivant Laval, qu'en faisant une recherche, le géolocalisateur va me dire que Laval, ça fait partie de la région de Montréal. La meilleure façon, c'est d'écrire l'adresse exacte dans le géolocalisateur pour ne pas se tromper. Oui, exactement. Donc là, on le Faut y voit, aller au Laval feeling. fait partie de la région de Montréal. Donc, super facile. Fait que ça peut être simple avec une adresse. On pourrait y aller tout simplement par spécialité. Donc, si on dit, moi, je suis, par exemple, une entreprise en maçonnerie, j'aimerais savoir dans quelle région ma spécialité est assujettie au BSDQ. Je vais cocher maçonnerie et à ce moment-là, la carte va changer de couleur. Donc, on voit, par exemple, qu'en Outaouais, la maçonnerie, c'est pas une spécialité qui dépose au BSDQ. Par contre, dans les autres régions, là, autour, ce l'est. Il y a des différences au niveau des couleurs sur la carte. On pourra en parler peut-être plus tard, mais lorsque la carte est en bleu, ça veut dire que la spécialité est assujettie sans guide de dépôt, alors que quand la carte est en verte, c'est assujetti avec guide de dépôt. Donc, c'est vraiment un annexe 1 interactif Oui, là, pour les gens. Exact. Absolument. C'est beaucoup plus facile à comprendre là, puis Ouais. pour suivre. Là, quand un C'est plus projet- visuel. Ouais. Mais c'est parce que sur l'annexe 1, ça va être écrit Montréal, mais là, tu sais pas qu'est-ce qui fait partie de Montréal. Oui, tu sais. tout à fait. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile quand tu as une ville. Tu sais, si je vous dis Sainte-Julie, vite comme ça, je pourrais pas même moi, je pourrais pas vous dire exactement. Dans quel territoire BSDQ Exactement, ça tu sais, fait partie. faudrait que je fasse une petite recherche. Là, Ben, parce il que- faut, parce que si on se trompe de territoire, on l'a vu dans un précédent podcast, que ça se peut que ce ne soit pas les mêmes spécialités qui sont assujetties. Fait que Exact. si je m'attendais à pas déposer ou avec guide ou pas de guide, ou ça peut complètement changer juste parce que je suis l'autre bord Ouais. de la rue puis le territoire BSDQ vient de changer. Exact. C'est ça. Par contre, la TES va filtrer ce genre d'erreur-là. Tu sais, si tu pensais que tu étais assujetti, tu démarres la préparation d'une soumission, ta spécialité, elle apparaîtra jamais si elle n'est pas assujettie dans OK. la région des travaux. Bon. Fait qu'au moins. tu Fait que sais. ça donne un indice. Oui, ça donne un très bon indice. Des fois, les gens appellent et nous disent « Ma spécialité n'est pas là. Oui. Mais c'est parce que c'est pas assujetti. Voilà. Ben là, justement, là, on parle de préparer sa soumission. Là. Admettons je suis un entrepreneur spécialisé, là, puis je veux préparer ma soumission. Comment ça fonctionne, le point de vue TES? C'est quoi les étapes là, que je dois m'attendre? Bien, je vais vous amener sur le site démonstratif de la TES qui, en passant, est disponible au grand public. Donc, les entrepreneurs qui souhaiteraient avoir un accès à la plateforme démonstrative peuvent le faire pour se pratiquer, pour justement faire des fausses soumissions, apprendre un peu comment ça fonctionne avant de faire un vrai dépôt. C'est un bel outil Oui. de formation pour les entrepreneurs. Oui, donc c'est disponible sur notre site. Il faut juste faire une petite demande. Donc, je vais me connecter avec, par exemple, mon code d'usager mot de passe. Donc, c'est la porte d'entrée. Donc là, on est dans le mode démonstratif, là, Oui. mais autrement, ça serait ça qu'un entrepreneur qui est engagé au BSDQ a accès aussi. Oui, c'est la TES. même chose. Exactement. OK. Donc, l'entrepreneur spécialisé a 3 modules. Soumissionnaire, destinataire, profil. Le profil, c'est l'endroit où il peut faire la gestion de ses sous-utilisateurs. On en a parlé tout à l'heure. Le module soumissionnaire, c'est quand il porte le chapeau de « je dépose à l'attention d'un autre entrepreneur ». Donc, j'ai plusieurs options là, dans mon menu. Et le module destinataire, c'est dans le cas où il recevrait des soumissions de d'autres entreprises spécialisées. Dans le cas où ils voudraient agir comme un général. Exactement.
Donc, évidemment, la première chose à faire pour le soumissionnaire, c'est de faire une recherche de projet. Si j'ai mon numéro entre les mains, c'est encore plus facilitant. Sinon, je fais une recherche un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. La TES, elle est conçue avec toujours des mots d'action dans le haut. Fait que quand on se demande comment je fais telle action, bien, habituellement, tu regardes en haut puis tu vas avoir un bouton sur lequel cliquer. Donc, je veux trouver un projet. Donc, est-ce que j'ai le numéro? Est-ce que je fais une recherche un peu plus at large, comme on dit? Là, je vais y aller plus large parce qu'évidemment, c'est une plateforme démonstrative. Je vais trouver mon projet, par exemple, je le sélectionne, puis je vais démarrer la préparation d'une soumission. La formule de soumission, elle est standard. Là. C'est toujours la même formule que les gens ont à compléter. Il y a 5 onglets. Il y en a un qui est actif présentement. Il y en a 4 qui sont comme grisés, je peux dire. On va pouvoir y accéder au fur et à mesure qu'on va remplir des champs. Il y a des champs qui sont obligatoires. Donc, quand il y a une petite étoile, par exemple, devant, ça veut dire qu'on est obligé de remplir le champ. Donc, je vais choisir mon groupe de spécialité. Donc, par exemple, si je prends architecture et, par exemple, que je choisis la spécialité, on va dire... C'est ça que tu disais tantôt, c'est que si je suis dans une région, pour le projet dont on fait un exemple, où la spécialité n'est pas assujettie, elle ne sera pas dans cette liste-là. Exactement. C'est ça? Elle ne sera pas dans cette liste-là. Okay. Là, vous voyez, j'ai choisi la spécialité maçonnerie. Je suis dans la région de Drummondville pour mon projet fictif. Et là, j'ai un pop-up qui m'apparaît pour m'indiquer qu'attention, il y a un guide qui est prévu à l'annexe 5 du code de soumission pour la spécialité suivante. Donc, il y a un guide de dépôt en maçonnerie qui est applicable pour la région de Drummondville. Donc, à ce moment-là, l'entrepreneur va devoir non seulement soumissionner à l'aide de ses documents de soumission, mais va aussi devoir suivre la procédure qui est prévue par le guide de dépôt. Puis là, je constate qu'il y a un lien aussi, maçonnerie. Oui. Fait que ça voudrait dire qu'on peut-tu cliquer dessus? Oui, on peut cliquer dessus. Puis si on clique dessus, en fait, c'est le guide de dépôt en maçonnerie qui va s'ouvrir. L'entrepreneur va pouvoir alors le consulter directement. Ah ben c'est pratique. Oui, quand même. Tu n'as pas besoin d'aller sur le site ou quoi que ce soit. Ben oui. Donc, la spécialité, elle est sélectionnée. Elle doit être dans la colonne de droite, évidemment, toujours. Ensuite, arrive à la section du prix. Donc, à forfait ou à l'unité, je vais pouvoir entrer mon montant sans taxe. Évidemment, quand je vais taper mon montant, là, par exemple... j'écris n'importe quoi, là, mais en chiffres, dès que je vais cliquer ailleurs, le calcul avec les taxes va toujours se reproduire. Fait que l'entrepreneur va avoir seulement son montant en taxes à retranscrire. Ensuite, arrive la section numéro de plan et date, section de devis et date, et addenda et date. Juste une petite question, parce que là, tu mets un prix, tu mets les sections de devis, les plans. Ça, j'y ai eu accès comment? C'est-tu la TES ou le BSDQ qui me les a fournis? Non. Donc, le BSDQ ne possède pas les documents de soumission, il ne les fournit pas. Okay. Donc, c'est aux entrepreneurs de se procurer eux-mêmes les documents par leurs propres moyens. Ou SEAO, par l'entrepreneur général. Exactement. D'autres plateformes, OK. Exact. Bon. Donc, une fois que j'ai les documents en main, je vais être capable de faire l'énumération des plans, des devis, des addendas qui me concernent. On met les dates pour chacun. La TES donne maintenant l'option de joindre un document en PDF pour l'énumération des plans, devis, addendas. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, les documents sont très, très volumineux, que l'énumération serait quand même assez longue. Donc, c'est possible de procéder comme ça. Si un guide de dépôt est applicable, l'entrepreneur va devoir mentionner que, justement, sa soumission inclut l'étendue de travaux prescrite par le guide applicable. Donc, c'est comme un peu là, la façon dont il va confirmer que, oui, je m'en suis servi, je l'ai utilisé adéquatement. Comme une autre façon pour que l'entrepreneur n'oublie pas de soumissionner avec guide. On a vu le pop-up au début, puis là, encore, il doit cocher que, oui, c'est avec guide de dépôt. Absolument. Ensuite, dans les champs non obligatoires, il y a une annexe. Donc, si jamais on a besoin de ventiler nos prix, on veut le faire, par exemple, à l'écrit, on veut inclure des prix séparés, on veut faire des précisions. Évidemment, l'annexe ne sert pas à exclure des éléments qui sont prévus à notre section de travaux parce qu'on veut soumissionner de façon conforme et comparable. Donc, on inclut tout ce qui est prévu. Attestation de Revenu Québec, numéro de licence RBQ. Donc, en gros, c'est pas mal la première page. Quand on va faire OK dans le bas, si on n'a pas rempli tous les champs obligatoires, la TES va nous le dire. Donc, elle va nous aviser, mais elle va quand même nous laisser continuer parce que vous pouvez démarrer la préparation d'une soumission d'avance sans être obligé de toute la remplir. On peut y revenir par la suite. Donc là, on a fait le premier onglet qui consiste finalement à mentionner les détails de la soumission, devis, les plans, le prix. Là, maintenant, on enchaîne avec, j'imagine, à qui on l'envoie. Exactement. Donc, on change d'onglet. Onglet destinataire.
Donc, dans l'onglet destinataire, c'est ici qu'on va pouvoir choisir à qui on veut l'adresser, cette soumission-là. Puis là, je ne sais pas si vous entendez ça des fois là, de la part des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en déposant au BSDQ, on dépose au BSDQ et que n'importe qui peut venir récupérer la soumission. Souvent, c'est une croyance. On dépose dans un bassin, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un processus où on adresse notre soumission. Comme quand on va porter, par exemple, une lettre à la poste. Elle a un destinataire. On a le choix, dans le fond, de décider à qui qu'on veut l'envoyer. En fait, il faut choisir. On peut pas juste dire, ben moi, je l'envoie à tout le monde. Il y a pas cette option-là. Il faut vraiment choisir à qui on va la destiner. Donc, on a plusieurs façons de choisir à qui on l'envoie, la fameuse soumission. Les sous-traitants peuvent se faire des listes de favoris. Donc, s'ils ont des entreprises avec qui ils travaillent d'une région à l'autre, ou c'est juste pour aller un petit peu plus vite là, dans la préparation. On peut rechercher parmi les destinataires intéressés au projet. Donc, dans le premier balado, je vous ai expliqué que les généraux peuvent s'afficher intéressés à soumissionner sur un projet. Donc, s'ils s'affichent, ils vont apparaître sur cette liste-là. Il y a toujours un petit message d'avertissement qui avise, en fait, que cette liste-là, elle est basée sur une base volontaire, là, dans le sens que c'est pas une liste officielle. C'est pas parce qu'un entrepreneur général ne s'y retrouve pas que je ne peux pas lui envoyer de soumission. C'est juste qu'il a pris la décision de dire « moi, je suis intéressé », donc il apparaît un peu de façon comme en priorité, ou il apparaît de façon plus claire là, pour dire qu'il est intéressé, mais je pourrais très bien envoyer mon prix à quelqu'un qui ne s'est pas mis intéressé. Tout à fait. C'est ça. Il faut juste aller le chercher. Tout à fait. OK. Dans la vraie vie, il n'y aura pas 250 entrepreneurs généraux intéressés. Là. C'est une plateforme démonstrative, puis ils n'auront pas tous le même nom. Alors, je peux en choisir 2 sur 5 ou je peux prendre les 5 si j'ai envie, sans problème. Et je vais les ajouter à ma soumission. Si je veux faire une recherche, par exemple, avec un entrepreneur que je connais, qui m'a invité personnellement, je peux écrire son nom dans le champ qui est ici et effectuer une recherche parmi tout le répertoire du BSDQ. Je vais pouvoir l'ajouter. Fait que je ne suis jamais limitée par la liste des intéressés. La liste des intéressés, c'est un outil supplémentaire pour donner de la visibilité aux généraux et pour permettre aux sous-traitants de donner leur prix à plus de gens. Mais évidemment, tout ça se fait toujours de manière consensuelle. Quand j'ai terminé mon ajout, mes entrepreneurs généraux vont apparaître. J'ai aussi la possibilité de soumettre un prix différent d'un général à un autre. Donc, par exemple, j'ai une relation d'affaires différente avec un entrepreneur général parce que je fais affaire avec lui depuis vraiment longtemps versus l'autre entrepreneur à qui j'envoie mon prix. Je le connais pas, je l'ai vu sur la liste des intéressés. J'ai peut-être pas la même aise à transmettre le même prix. C'est la décision d'affaires d'envoyer un prix différent, finalement. Exactement. C'est une possibilité. Donc, on peut cliquer sur « Modifier », par exemple, et choisir de mettre un montant qui est différent. On peut mettre une annexe qui est différente aussi. Évidemment, si on a ventilé notre prix, il faut ajuster le tout. Donc, je ne le ferai pas, là, c'est juste pour vous montrer. On peut aussi choisir d'envoyer une copie de sa soumission aux professionnels impliqués sur le projet, architectes, ingénieurs, donneurs d'ouvrage. C'est obligatoire, ça? C'est pas obligatoire, sauf si c'est une exigence dans les documents de soumission. Okay. Donc, c'est chaque firme ou organisation qui va mettre ou pas une exigence dans ses documents. Si c'est le cas et que le BSDQ est avisé là, de cette exigence-là, bien, automatiquement, la firme ou l'organisation va apparaître puis on ne pourra pas l'enlever. Ah oui? Ouais. Okay. Donc, il y en a de plus en plus qui demandent à recevoir des copies des soumissions. Là. C'est quand même intéressant pour le client d'avoir cette vue d'ensemble-là. Mais si c'est ajouté dans TES, c'est pratique. Là. Ça veut dire qu'au moins, ça assiste un peu les entrepreneurs qui soumissionnent. Là, que la firme soit déjà mentionnée, oui, en fait, exact. dans les destinataires de copies. C'est plus facile. Mais sinon, en fait, les professionnels sont reliés au projet. Donc, l'entrepreneur aurait juste à cliquer sur « Ajouter », puis il va pouvoir aller faire la sélection. Là. C'est ça. Mais mettons qu'il ne l'aurait pas su, bien là, ça, c'est un indicateur qu'il faut l'envoyer aussi à exactement. Le BSDQ aide pour ça. Là. C'est facilitant, exact. La garantie, on en a parlé dans le dernier balado. Donc, évidemment, là, ici, j'ai un prix qui dépasse largement 100 000 $ avant les taxes. Donc, ça va me prendre une garantie de soumission. J'ai 2 choix. Je peux soit attacher un cautionnement à ma soumission que j'aurais préalablement signé dans le module cautionnement avant, ou je peux fournir un dépôt électronique en argent, 10 % de la valeur de ma soumission, quand je vais entrer mon montant ici. Là, je vais écrire n'importe quoi, là. Je suis même pas sûre que j'ai mon 10 %. Ah, je pense que oui. Donc, on va m'aviser que c'est important d'effectuer le transfert de fonds et je vais avoir un numéro de référence qui va apparaître ici. Avec ce numéro-là, je suis capable d'aller faire mon paiement via mon institution financière, comme un paiement de facture. Si je me trompe dans le numéro, mettons dans le montant que je transfère, qu'est-ce qui arrive? Ben, faudrait pas.
Donc, Faudrait pas que j'aurais pas une notification ou quelque chose. Oui, là. en fait, c'est ça. Donc, si l'entrepreneur spécialisé se trompe, tu sais, en fait, nous, pendant la période de 3 jours, là, on n'a pas accès au prix de la soumission. On la voit pas, la soumission. Fait que tout ce qu'on va avoir accès, c'est le montant qui va avoir été entré ici et l'argent qui va avoir été déposé à la banque. Il faut que ces deux montants-là concordent. Donc, si, par exemple, le montant qui est indiqué ici, c'est lui qui est erroné puis que le montant à la banque est le bon, bien là, à ce moment-là, tu sais, l'entrepreneur, il serait correct parce que techniquement, il y aurait, exemple, son 10 %. Habituellement, c'est le contraire qui va arriver. C'est que le montant qui est ici, c'est le bon, puis que finalement, le montant qui est reçu à la banque est inférieur. Fait que quand c'est inférieur, bien là, c'est sûr qu'à ce moment-là, nous, on ne peut pas confirmer la garantie. On va indiquer aux sous-traitants et aux entrepreneurs généraux qui ont reçu la soumission que la garantie, elle est non confirmée. Donc, on n'a pas eu le bon montant. Fait que ça pourrait le rendre non conforme à ce moment-là. Donc, l'entrepreneur, quand il est informé de son erreur, est-ce qu'il peut reprendre sa soumission pour la corriger ou c'est après la clôture qui est informé? C'est après la clôture qui est informée. Parce que, tu sais, vous le savez, là, souvent, quand tu fais un paiement à la banque, normalement, il y a un délai avant que ça apparaisse. Quand tu payes une facture, je veux dire, là, il y a un délai avant que la facture soit payée. Fait que nous, évidemment, on a une entente avec les banques où on est capable d'avoir accès au montant qui est à venir à notre compte dès le lendemain pour qu'on puisse confirmer la garantie. Donc, au moment où on prend connaissance de ça, il est trop tard. Là. On ne peut plus reprendre la soumission. La date, elle est passée. Donc, si, évidemment, là, on réalise qu'on n'est pas conforme, bien oui, effectivement, il y a l'option du retrait. Pour terminer la formule de soumission, si jamais on a des documents à joindre en PDF, on peut le faire ici. On peut ajouter jusqu'à 5 documents de 2 mégaoctets chacun, je crois. Et on revient finalement à l'onglet « Soumission ». On s'assure d'avoir des dépôts inutilisés dans notre banque. Ça prend un dépôt pour déposer une soumission au coût de 5 $ plus taxes. On peut les acheter ici, dans l'option « Achat de dépôt électronique ». On a un bouton « Déposer » ici. Là, c'est sûr qu'il va m'aviser que j'ai oublié des choses, évidemment. Oui, parce que là, c'est un test, là, mais Ouais, ça serait là qu'on la dépose, Ouais. puis ça va s'envoyer comme on l'a rédigé aux entrepreneurs qu'on a choisis. Oui, exactement. OK, c'est bien. Ben, c'est bien. Du point de vue d'un sous-traitant, en tout cas, on comprend bien comment ça marche. Là, évidemment, tu es parti d'un projet que tu connais, Oui. que tu as cherché automatiquement. Donc, on le connaissait déjà, par exemple, par le numéro où on l'a trouvé dans la liste. Mais admettons qu'un projet n'est pas ouvert au BSDQ. On a parlé dans l'autre podcast que faut ouvrir le projet. Oui. En fait, ça fait partie de notre responsabilité comme entrepreneur. Comment on fait ça, là, du point de vue TES? Bien, en fait, en faisant la recherche de projet avec différents critères, on peut réaliser justement que le projet n'est pas ouvert. Donc, à ce moment-là, on l'a mentionné dans le premier balado, il faut effectuer une demande d'ouverture de projet. Donc, ici, on a le formulaire demande d'ouverture de projet qu'on peut compléter à même la TES. Il y a certains champs qui sont obligatoires. Il faut quand même fournir un minimum d'informations au BSDQ. Sinon, tout simplement, envoyer un courriel à info@commercialbsdq.org. On mentionne qu'on veut faire une ouverture de projet. Si c'est un projet SEAO, on met le numéro SEAO. Nous, on va être capable de valider les informations. Quand c'est un projet privé, il faut nous fournir un minimum d'informations, pas pour qu'on divulgue ces informations-là aux entrepreneurs, mais plutôt pour que nous, on s'assure de la bonne région des travaux, qui est le maître de l'ouvrage, donc juste pour avoir là, quelque chose de concret. OK, fait que là, on comprend comment on peut ouvrir un projet. Maintenant, une fois que la soumission est déposée, les généraux, l'entrepreneur destinataire au BSDQ, est-ce qu'ils ont accès tout de suite? Ils reçoivent tout de suite ceux qui faisaient partie des destinataires? Non, ils ne les reçoivent pas tout de suite. Tout le monde a accès au prix en même temps et c'est toujours 1 heure après la fermeture du projet au BSDQ. Tout simplement parce qu'on fait toujours des vérifications au niveau des dates de dépôt. Y a-t-il des reports de date, des choses comme ça? Il faut aussi qu'on fasse le décompte des soumissions, qu'on fasse la mise en disponibilité. Donc, on met en disponibilité les soumissions 1 heure après le dépôt. Donc, tout le monde y accède en même temps. OK. Après la clôture Oui. du dépôt. OK. Donc, une fois l'heure passée, comment ça fonctionne pour les généraux, eux, pour accéder aux soumissions dans la TES? L'entrepreneur général va aussi se connecter dans la TES, va faire ce qu'on appelle une prise de possession. Évidemment, idéalement, il y a son numéro de projet entre les mains déjà. Et là, j'ai plusieurs exemples de projets à l'écran, là, mais dès le premier coup d'œil, l'entrepreneur général va être capable de savoir est-ce que j'ai reçu des soumissions? Donc, il y en a-tu qui ont été adressées à mon entreprise? Et évidemment, si j'en ai reçu, c'est parce qu'il y en a eu au BSDQ. Mais il pourrait y arriver des situations où, par exemple, on a reçu des soumissions au BSDQ, mais que l'entrepreneur général, il n'y en a aucune qui lui a été destinée.
Fait que donc, le petit X pour votre entreprise, ça veut dire qu'il y en a au moins une dans une spécialité qui était pour lui. exactement. OK. Donc, ça lui donne un bon indice au premier coup d'œil. Je vais sélectionner le projet qui m'intéresse pour lequel je viens chercher des prix et je vais choisir de prendre possession. Par défaut, toutes les soumissions sont refusées dès le début. Donc, tout ce qu'on voit, là, c'est des noms d'entreprises classés par spécialité et en ordre alphabétique. Donc, l'entrepreneur qui est ici, il n'y a rien qui m'indique que c'est le plus bas soumissionnaire. C'est toujours en ordre alphabétique, classé par spécialité. Donc, c'est ici que l'entrepreneur général va faire ses choix. Donc, il peut accepter ou refuser les soumissions. Donc, tout comme l'entrepreneur spécialisé, il n'était pas tenu de l'envoyer à tout le monde, bien, le général, il pourra faire ce même exercice. Il peut choisir ceux avec qui il veut travailler. Exactement. Donc, personne n'est forcé à travailler avec un autre entrepreneur avec qui il ne voudrait pas travailler. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... ils ont la même liberté, en fait, là. Donc, si, par exemple, j'ai envie de, par exemple, accepter toutes les soumissions, je peux le faire. Si j'ai envie d'en refuser une, est-ce que c'est parce que j'ai pas eu une bonne expérience? Est-ce que c'est parce qu'au contraire, je ne le connais pas, cet entrepreneur-là? Moi, j'ai envie de faire affaire avec ceux que je connais. Donc, pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai le droit de refuser une ou plusieurs soumissions. Si je décide de toutes les refuser, je suis réputée faire les travaux moi-même selon les licences que je possède. Donc, si je suis entrepreneur général, j'ai ma licence en couverture, bien, quand je décide de refuser toutes les soumissions, c'est parce que je décide de les faire moi-même. Je peux pas accepter les soumissions, voir les prix et ensuite décider, par exemple, de faire les travaux par ma propre main-d'œuvre. Là. Évidemment, c'est pas très équitable là, de procéder de cette façon-là. C'est pas permis non plus. Donc, je comprends que tu peux refuser les soumissions. Donc, si tu veux pas faire affaire avec quelqu'un, parce qu'au final, c'est quoi? Ça serait pour ça que je refuse une soumission? Bien, ça pourrait. Donc, je pourrais, par exemple, avoir reçu 3 soumissions, puis peut-être qu'il y a une entreprise avec laquelle je suis pas à l'aise de travailler ou avec qui j'ai pas eu une bonne expérience par le passé. Donc, comme on a dit tantôt avec Christina, on a la même liberté que le sous-traitant. Donc, je pourrais dire, ben moi, je refuse celle-là, j'accepte les 2 autres. Puis, en bout de ligne, l'entrepreneur, il va devoir octroyer le contrat parmi les soumissions acceptées, pas reçues. Donc, si j'en accepte 2, je refuse une. À ce moment-là, je dois octroyer un contrat parmi ces 2-là. C'est ça. Fait que si j'en refuse, par contre, il faut que je sois prête à vivre avec les conséquences, que j'ai pas eu accès à ce prix-là, puis il aurait pu, exemple, être moins cher. Absolument. Parce que là, pour l'instant, j'ai aucune indication du prix. Donc, peut-être que je suis en train de refuser le plus bas. C'est moi qui décide, là. C'est avec les risques. Là, qu'est-ce qui arrive, mettons que j'y refuse toutes pour X raisons, là, puis je les ai toutes refusées. Là, toutes, est-ce que tu veux dire toutes dans la spécialité ou au complet? Pour une spécialité donnée, là, mettons que j'en ai reçu 3, exemple, en couverture. Les 3, là, j'ai refuse. Il arrive quoi? Je travaille avec qui? Bien, en fait, selon le code, quand un entrepreneur général refuse toutes les soumissions d'une spécialité, il est réputé faire les travaux lui-même par sa propre main-d'œuvre dans la spécialité visée. OK. Donc, techniquement, ça veut dire que j'ai les licences en couverture, je veux faire ces travaux-là. OK, je comprends. Il y a une colonne retirée. Oui, Là, évidemment, Il y en dans a pas l'exemple, ici. il n'y en a pas ici. oui, Mais c'est un sous-traitant, finalement, qui peut décider de retirer sa soumission. Il y a un délai Ouais. de validité là, pour ça, là, mais il pourrait la retirer. C'est Oui. ça que je comprends, on en a parlé. Là. exactement. Donc, à partir de la mise en disponibilité des soumissions jusqu'à la date limite de retrait que le BSDQ fixe là, avec les règles du code, le sous-traitant pourrait décider de retirer son prix, d'invalider complètement sa soumission. Habituellement, c'est parce qu'ils se sont trompés, là, qu'ils ont fait une erreur. Puis souvent, c'est l'entrepreneur général qui va flaguer, si je peux dire, cette erreur-là au sous-traitant après avoir ouvert sa soumission. Il va peut-être constater une anomalie ou un oubli ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des frais qui sont associés à ça? Oui, donc si on retire notre soumission, les frais, c'est 1 de la valeur de la soumission avant taxe avec un plafond de 5 000 $. Donc, c'est quand même un pensez-y bien. Mais ça reste un avantage quand même non négligeable pour Ben les oui. sous-traitants, parce que c'est pas quelque chose qui existe pour les Non. généraux de se retirer comme ça. Là. Non, C'est non, tout non. un avantage. Quand tu t'es trompé, ça peut être vite coûteux. Là. Fait que ça me semble pratique, en tout cas. Comme, Oui, il faut quand même garder en tête qu'il y a une date limite pour le retrait. Donc, Ouais. si jamais on réalise qu'on s'est trompé après cette date limite-là, là, ça peut coûter pas mal plus cher. Là. En fait, c'est que le retrait ne va pas se faire par le BSDQ. Là, ça va se gérer entre les entrepreneurs, mais on se rappelle que la soumission, elle est valide, elle a une garantie. Donc, il T'es pourrait y obligé de avoir... contracter, là, c'est ça. Si t'es Ouais. pas retiré avec un mécanisme prévu. Là, c'est Exactement. sûr que, en tout cas, selon moi, là, c'est ce que je comprends. La colonne unique, elle, Oui. En fait, unique, c'est pour indiquer à l'entrepreneur général que la soumission qui a été reçue, c'est la seule existante dans la spécialité pour l'ensemble du projet.
Donc, on lui dit ici, il y a une soumission en peinture, mais il n'y en a pas d'autres qui existent. Même à tes généraux compétiteurs, il n'y a personne qui a reçu autre chose que cette soumission-là. Fait que moi, si j'ai reçu un seul prix, il n'est peut-être pas unique. Si c'est pas indiqué unique, ça veut dire que c'est pas la seule soumission qui a été reçue au Fait que BSDQ. Quelqu'un d'autre a reçu au moins un prix que j'ai pas. Exactement. Dans ce cas-là, l'entrepreneur, est-ce qu'il peut avoir accès à cette autre soumission? Quand on reçoit une ou aucune soumission dans une spécialité et que c'est pas identifié unique, l'entrepreneur général peut faire une demande J7. Donc, J7, c'est le numéro de l'article. La demande J7 va lui donner accès à la liste des autres sous-traitants qui ont déposé, mais pas à lui. Et là, il peut y avoir transmission de la soumission s'il y a consentement de part et d'autre, encore une fois. Je comprends. Parce qu'on se rappelle, le but, c'est la compétition. Donc, voilà. Donc maintenant, en tant que général, j'ai choisi les soumissions que je voudrais recevoir. C'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce que je fais pour voir les prix? Quand les choix sont terminés, on va tout simplement signer la prise de possession. Et tout ce qui va avoir été accepté va être disponible dans son entièreté. Puis ça, c'est une action qui est irréversible, là, je présume, parce Oui. que là, je suis en train d'aller chercher les prix. J'ouvre les enveloppes, là, au sens figuré. L'acceptation est irréversible, le refus est réversible jusqu'à la fin de la période de 3 jours. Ah, OK. Fait que si j'ai refusé une soumission Oui. tantôt, je peux décider d'aller l'accepter? Oui. Donc là, j'ai refusé la couverture. Je pourrais consulter mes collègues puis me rendre compte que, oh boy, non, finalement, on n'a pas le temps de faire la couverture pour cet échéancier-là. Donc oui, je pourrais retourner puis accepter les soumissions. Même si je l'avais toutes refusées, exemple, Ouais. je peux aller en reprendre. Oui. OK. Mais là, Jusqu'à la date limite. oui, Toujours dans c'est ça, la fenêtre. exact. Puis là, j'ai accès à l'entièreté des soumissions que j'ai acceptées. Et je peux cliquer, par exemple, sur le numéro de la soumission pour avoir accès à son contenu. Puis ça, ce contenu-là, je l'ai en tout temps dans ma plateforme, là, même si la date est passée ou quoi que ce soit. J'y ai accès. C'est là J'y ai qu'on accès. verrait ce qu'on a fait tantôt du Ouais. point de vue sous-traitant, c'est-à-dire les devis, les plans qui sont inclus Exact. et le prix. Évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus détaillé. Là. Ça, c'est un exemple. Mais oui, tout à fait. OK, parfait. Fait que là, ça boucle la boucle un peu du processus, finalement, de dépôt et de prise de possession au point de vue Exact. TES. De toute façon, au BSDQ, on a un service à la clientèle qui est ouvert tous les jours. Donc, les entrepreneurs qui voudraient un soutien pour la plateforme peuvent nous appeler. On peut le faire avec eux sans problème. Mais merci beaucoup, Alicia, pour tes explications très claires et très pertinentes. Je suis certaine qu'ils seront utiles pour les usagers du BSDQ. Merci. Et merci à vous tous pour votre écoute et restez à l'affût pour notre prochain épisode du balado qui portera sur les guides de dépôt.